bonjour, bienvenue dans Point de Vue, ravi de vous retrouver. N'oubliez pas de poster vos questions, vos commentaires, on les attend. Voici les sujets qu'on a retenus dans l'actualité. D'abord les retraites. La réforme est lancée, vous le savez, mais est-ce vraiment la bonne? C'est toute la question. On sait que le sujet vous intéresse. Nous parlerons aussi de la burqa. C'est l'ONU qui remet le sujet sur le tapis. L'ONU avec son très militant Comité des droits de l'homme qui s'apprête à épingler la France pour sa loi d'interdiction de la burqa. Nous reviendrons aussi sur cette longue séquence du remaniement et surtout sur cette petite phrase prononcée hier par Édouard Philippe. Pas une feuille de papier à cigarette entre lui et Emmanuel Macron, alors doit-on le croire? On vous pose la question, enfin, les ravages de l'alcool dénoncés par les médecins. Ils signent une lettre ouverte demandant une plus forte taxation de l'alcool. Mais la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, n'est sans doute pas totalement libre en la matière. Pour en parler, bonjour. Caroline Valentin, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes essayiste et éditorialiste, notamment dans le magazine Causeur et sur Figaro Vox également. Vous êtes aussi le co-auteur de Une France soumise, les voix du refus. C'est paru chez Albin Michel en 2017 et ça a été dirigé par Georges Bensoussan. Merci Fergan Aziri d'être avec nous. Vous êtes journaliste, analyste en politique publique et vous collaborez à plusieurs think tanks, dont l'Institut des recherches économiques et fiscales. Bonjour, Georgi Kuzmanovic. Bonjour. Merci aussi de nous avoir rejoints. Les habitués de Point de Vue vous connaissent bien. Vous êtes porte-parole sur les questions internationales et de défense de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise en général. Et bonjour Marc Landré, vous êtes rédacteur en chef du service économie France du Figaro. Et on ne vous présente plus non plus aux habitués de Point de Vue, je crois. Alors on va parler des retraites, Marc, avec vous et avec vous tous. On en sait donc un peu plus sur le futur système universel de retraite, celui voulu par Emmanuel Macron, celui que Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire à la réforme, vient de dévoiler. Alors, fini en principe les régimes spéciaux, les disparités très fortes entre salariés et indépendants. Mais ce nouveau système est-il à la hauteur des enjeux? Est-il aussi à la hauteur des changements dans le monde du travail? Oui, répond évidemment le commissaire chargé de la réforme, Jean-Paul Delevoye, qui était ce matin sur France Inter. Il n'est pas du tout adapté au XXIe siècle. Personne ne peut dire que les professions ne vont pas évoluer. On me dit que dans les facs, les étudiants en médecine disent qu'on veut être plus salariés que médecins. C'est la fin du système de retraite des médecins libéraux. Si la solidarité est enfermée dans les professions, demain, le moindre aléa, ce sera un conflit entre les professions. Ah non, je ne veux pas qu'on touche aux fonctionnaires. Ah, je ne veux pas qu'on touche aux journalistes. Je ne veux pas. Il faut embarquer aujourd'hui la totalité de la société française et de renforcer la cohésion intragénérationnelle. Marc, globalement, ce projet va dans le bon sens, encore trop timide, un jugement global aussi synthétique que possible. Aussi synthétique que possible. J'ai un dicton que je dis souvent, c'est à la fin de la foire qu'on compte le nombre de bouses. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour être capable de juger de la finalité de cette réforme qui, sur le papier, est effectivement une réforme d'envergure, systémique, auquel on n'a jamais pensé ni même commencé à toucher, grosso modo, depuis la mise en œuvre de la Sécu en 1945. Donc, sur le papier, c'est une révolution. Les changements à venir sont majeurs, mais après, tout est dans le détail. Et tout est dans la manière dont ça va être mis en œuvre. Je prends juste un exemple. Nicolas Sarkozy, quand il a été élu président de la République en 2007, a dit « Moi, je vais faire en moins de 6 mois ce que Jacques Chirac n'a pas fait en 12 ans, c'est-à-dire je vais réformer les régimes spéciaux de retraite. Je vais les supprimer. C'est-à-dire que ces glandeurs de cheminots, là, moi je vais les mettre au pas et je vais leur mettre une durée de cotisation et un âge de départ à la retraite comme les autres. C'est effectivement ce qu'il a fait. C'est-à-dire qu'il a collé sur le papier les mêmes droits de départ à la retraite pour les cheminots, par exemple, les gens de la SNCF, que pour, et tout l'ensemble des régimes spéciaux, que pour les cadres du privé ou de la fonction publique. Sauf qu'après, il a renvoyé à de la négociation par entreprise, l'application, non pas l'application, des compensations. Et au final, vous avez une réforme qui, sur le papier, se tient, et quand vous intégrez les compensations, qui, in fine, coûte plus cher que celle qu'elle a voulu enlever à la base. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Oui, sur le papier. La théorie et la pratique, il peut y avoir. Il va se passer déjà 1 an. Et qu'il y aura entre-temps des élections, il va se passer des confrontations avec les organisations syndicales et patronales, et que la copie finale sera probablement un peu différente, voire beaucoup, de l'esprit de la copie initiale. Bon, alors merci déjà pour cette analyse très synthétique. Je vous donne la parole aux uns et aux autres, notamment à vous, Georgi Kuzmanovic. Je voudrais d'abord qu'on écoute Alexis Corbière, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui était ce matin sur Europe 1.
réfléchissez à ce que je vous ai dit sur les retraites. Ils vous font les poches, danger, ce système de points est dangereux. Ils vont vous baisser votre retraite, ils vont vous encourager à vous endetter auprès d'organismes privés pour avoir une retraite complétée. Et ça, c'est pas bon. C'est pas la République telle que moi je la veux. C'est pas un peu court comme argumentation, Georgi Kosmanovic? Ils vont vous faire les poches. Non, c'est pas court comme argumentation. Puis d'abord, c'est court dit comme ça, mais après on peut l'expliquer. Donc il a déjà commencé avec la CSG. Il y a un certain nombre de familles qui, dans le nord de la France par exemple, qui vivent sur la retraite de personnes qui ont été ouvriers ou qui sont employés pendant des années. Et les amputés de 20 €, ça peut sembler à quelqu'un qui a énormément d'argent comme M. Macron, rien du tout. Mais pour certaines familles, c'est une catastrophe quand vous avez 5, 6, 7 personnes qui survivent dessus. Mais c'est un pognon de dingue, comme il le dit régulièrement, il n'y pense pas. Mais c'est déjà prendre dans les poches. Et après, effectivement, Macron applique les directives de l'Union européenne dans tous les domaines, y compris celui des retraites. Et il s'agit de casser la cohésion nationale, il s'agit de casser un système qui a été mis en place de redistribution. Casser la cohésion nationale, je vous interromps parce qu'il y a un sondage, c'est une étude qui a été faite par la Fondation pour l'innovation politique, dont le Parisien faisait état ce matin, plus de 7 Français sur 10 ne sont pas satisfaits du système actuel. Mais le système actuel est sabordé petit à petit depuis 30 ans. On ne peut pas casser un système qui a été mis en place après la Deuxième Guerre mondiale par le Conseil national de la résistance, pensé dans le partage entre Français. Mais maintenant, Macron met le coup d'accélérateur. Et donc, on est en train de passer d'un système où on coopère entre les générations. Bon, ça vous fait rire, mais c'est un système à l'américaine où on est obligé, où on va être obligé de cotiser. Mais c'est pour ça que... Le débat. Je vous ai recoupé. C'est pour ça que depuis... On ne raconte pas de conneries ici. Mais on ne raconte pas de conneries. Mais monsieur, c'est pour ça que depuis que Sarkozy est président, son frère, Médéric Malakoff, propose une des complémentaires... C'est le DG de Malakoff depuis 5 ans. Oui, mais à l'époque, il était 5 ans. C'est juste que à l'époque, il le proposait déjà. On va recentrer un peu sur les retraites parce que le DG de Malakoff, Médéric... Fergan, vous répondez à Alexis. Non, vous aurez l'occasion, il faut déjà que Fergan Azari... Donc à ce moment-là, je vais juste finir. On a compris à l'américaine. Mais il y a eu pendant 20-30 ans une hausse de la productivité, une amélioration des revenus du capital. Par contre, il y a une baisse des revenus des salariés et des retraités. Il est temps que ça change et il faut que les bénéfices des hausses de productivité soient répartis par tous, et y compris pour les retraités. Écoutez, moi je ne vois pas ce que vous reprochez à cette réforme. Elle est jacobine, elle s'inscrit exactement dans votre paradigme. On ne rompt pas avec la logique de la répartition, me semble-t-il. On ne fait que généraliser un système qui aujourd'hui, alors certes, a ses défauts, est complètement déséquilibré sur le plan financier, parce qu'on sait très bien que sur le plan démographique, le système de retraite tel qu'il est aujourd'hui conçu n'est pas soutenable. Il va toujours falloir un moment ajuster les pensions, augmenter les cotisations ou faire reculer l'âge de départ à la retraite. Donc on est ici dans un paradigme tout à fait centralisateur. Et donc moi j'ai l'impression que M. Corbière, il contestait juste pour contester, parce que voilà, il est dans son rôle. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, cette réforme ne va pas du tout dans la bonne direction. On sait qu'idéalement, aujourd'hui, la seule manière de sauver le système de retraite, et c'est un sujet sur lequel l'IREF travaille par l'intermédiaire de mon collègue Laurent Papy, qui va sortir un rapport dans quelques jours. L'enjeu aujourd'hui, effectivement, c'est de mettre fin à ce pillage intergénérationnel qui n'est pas soutenable sur le plan démographique. Aujourd'hui, on a 3 cotisants pour 2 retraités, je crois, et ce n'est simplement pas soutenable. La seule solution pour sortir par le haut, c'est d'introduire progressivement un système par capitalisation. Tout le monde le sait, ça. Et ce n'est pas ce vers quoi on se dirige. Donc vous devriez être content, vous devriez applaudir cette réforme. Ça va pas assez loin. Ça va généraliser un système tout à fait imparfait, mais dans le même paradigme dans lequel on se situe aujourd'hui. Alors, est-ce que finalement, Caroline Valentin, pour le moment, elle est plutôt bien accueillie, cette réforme, avec toutes les réserves d'usage, par les partenaires sociaux, comme on dit, aussi bien MEDEF que syndicats, avec encore beaucoup de bémol, mais il n'y a pas de levée de bouclier. C'est surprenant, parce qu'on avait dit la réforme des retraites, là, ça va susciter un tollé. Je crois qu'en fait, elle est bien accueillie, ou elle n'est pas encore accueillie, parce qu'on n'a pas encore fait les prévisions de retrait, enfin de revenus, quand on dit les projections. C'est trop tôt encore. C'est beaucoup trop tôt. Après, il faut quand même se rappeler de ce qu'avait dit François Fillon, qui n'était pas forcément mon candidat, mais parce que le président Macron avait annoncé ce système de réforme de retraite dès la présidentielle, et ça avait été donc discuté. Un des rares points politiques qu'il avait été. Et il avait dit, il avait prévenu que c'est un problème, enfin,
qu'il faut se méfier parce que le point, la valeur du point évoluera en fonction de données conjoncturelles et structurelles. Voilà. Aujourd'hui, alors moi, je n'ai pas les chiffres que vous avez. Moi, j'avais 4,7 travailleurs pour un retraité en 60, 4,65 aujourd'hui, donc 4,65 travailleurs pour un retraité, 4,35 demain. Donc on voit en fait que plus ça va aller, moins il y aura d'argent pour financer les retraites. Et là, ce point-là n'est pas du tout abordé par Delevoye. Les premiers commentaires de notre internaute dont le surnom est le commentaire, il semble évident que supprimer les 42 régimes de retraite soit une bonne proposition. Alors ça, c'est vrai que dans l'affichage, c'est vrai que c'est quelque chose qui marque. On dit il y a 42 régimes spéciaux, on va unifier tout ça, uniformiser. 42 régimes. Alors d'abord, on ne va pas vers la suppression. On va vers un régime universel qui dit qu'un euro cotisé donnera les mêmes droits à tout le monde. Donc il va falloir, en vérité, ce n'est pas une suppression des 42 régimes, c'est une harmonisation de droits, puisque les régimes, il en restera. On ne sait pas, par exemple, et ça, Jean-Paul Delevoye ne le dit pas parce que la concertation n'est pas allée dans ce sens-là, est-ce qu'on aura un régime par point unique pour l'équivalent aujourd'hui du régime de base pour le privé et les régimes complémentaires, ou est-ce qu'on va créer un régime complémentaire dans le public qui n'existe pas aujourd'hui? Voilà, rien que ça, si on maintient cette dualité entre base et complémentaire, ça fait 2 régimes, et pas 1. Et d'ailleurs, je pense que la confusion peut venir du fait que, dans l'esprit des gens, universel veut dire unique. Or, on ne va pas avoir un régime unique. Vous allez avoir les cheminots qui garderont un certain nombre de prérogatives ou un certain nombre de particularités, mais ça sera à l'entreprise elle-même de le financer, soit en augmentant les tarifs, soit en faisant des économies, peu importe. Mais en tout cas, il y aura un socle de base qui sera 1 euro cotisé, qui donnera le même droit pour tout le monde. Et s'il doit y avoir des différences ensuite en fonction des statuts, en fonction des types de salariat, en fonction des usages, en fonction de la souffrance au travail, en fonction de la pénibilité des carrières, ça sera aux organisations, voire aux branches, de les financer elles-mêmes. La nuance est là. Et pour les fonctionnaires, on fait comment ? Pour les fonctionnaires, c'est pareil. Aujourd'hui, vous savez, les fonctionnaires... Et pour les fonctionnaires, qui financera justement cette différence ? Alors aujourd'hui, il y a une petite phrase qui est passée totalement inaperçue. La branche à faire le financement. Il y a une phrase qui est passée totalement inaperçue dans le relevé de conclusion de Jean-Paul Delevoye, c'est-à-dire que les taux employeurs devront être identiques dans le public et dans le privé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le privé, le taux employeur, c'est 28%. C'est-à-dire que la masse des cotisations pour financer la retraite, c'est 28%. Dans le public, le taux employeur, c'est 75%. Donc ça veut dire que si on va vers une harmonisation, soit on augmente le taux privé, alors il y a une loi qui fixe à 28% le plafond, on ne peut pas aller au-delà, soit on descend le taux dans la fonction publique, ça veut dire que finalement, il y aura un financement qui sera moindre. Alors là, il y a une manière de dupe qui est très technique de faire de la chose, c'est plutôt que de financer ça par une subvention de l'État, on le financera directement par de l'impôt. Voilà, c'est différent. Donc finalement, c'est nous qui payons. Mais c'est déjà nous aujourd'hui, ça sera nous demain, mais pour des raisons aussi démographiques. On continuera à financer des régimes spéciaux, c'est non, ça que je veux dire. parce que la fonction publique, aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, hormis ce qu'on appelle les catégories actives et qui sont bien légitimes, c'est les militaires, les policiers, les pompiers, qui ont le droit de partir en retraite avant parce qu'ils ont eu des métiers très difficiles et très compliqués. Le fonctionnaire classique, il faut qu'il parte à 62 ans avec 42 ans de cotisation. S'il veut partir avant, il a une forte décote, c'est son droit. C'est le mode de calcul aujourd'hui qui est différent. Le mode de calcul de son niveau de pension, pas les conditions de son départ. Les conditions, elles sont identiques. Alors, vous parlez des cotes. Il y a un sujet qui fait déjà débat aussi, c'est l'histoire d'âge pivot. Finalement, on dit, mais est-ce que ce n'est pas une forme de recul de l'âge de départ à la retraite déguisé? Georgie, ça vous inspire, ça? Oui, mais le problème est global. On n'arrête pas d'augmenter le départ de l'âge à la retraite dans un pays qui compte 6 millions de chômeurs, ce qui est en soi d'une logique implacable. Ce qu'on ne veut pas, c'est la redistribution de la richesse créée. Les travaux de Piketty ont même été étudiés par Barack Obama, qui ne semble pas être un bolchevique à la Maison-Blanche, qui montre clairement que sur les 30 dernières années, 10 points du travail sont allés au capital de multiples manières, en payant moins les retraites, en payant moins les salaires, en prenant plus de taxes ici que sur les plus riches, qui d'ailleurs, eux, ont plusieurs milliers de niches fiscales, mais bon, ça pose moins de problèmes. Et ben voilà, il faut revenir en arrière, il faut redistribuer la richesse, parce que l'argent qu'auront les retraités, ce sera des gens qui consommeront dans notre pays et qui feront le carnet de commandes. On peut continuer à vouloir réduire les salaires, réduire les retraites, forcer les gens à travailler plus pour moins d'argent. On ira encore plus rapidement vers le gouffre économique, dans lequel d'ailleurs, visiblement, on se dirige déjà à très grands pas.
Marc, une autre question. Vous répondez à Georges sur ce point, mais est-ce que aussi, c'était soulevé dans le Figaro ce matin, il y a un point qui quand même un peu risque de faire tiquer, c'est cette histoire de minimum vieillesse qui finalement se rapproche maintenant des petites retraites à quelques dizaines d'euros près. 150 euros près, oui. Ouais. C'est tout le charme et la contradiction de la logique macronienne qui veut avant tout libérer le travail et que le travail paye. C'est pour ça que, d'ailleurs, l'augmentation de la CSG est compensée par une baisse de cotisation pour les salariés et compensée également via un autre mécanisme pour les indépendants, mais qui ne l'est pas pour les retraités. Et donc on se rend compte effectivement que la promesse macronienne d'augmenter de 100 euros le minimum vieillesse pour le porter à près de 900 euros, in fine, à la fin, il n'y aura qu'un décalage de 100 à 150 euros avec les plus petites retraites. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas travaillé tout au long de sa vie, pour quelque raison que ce soit, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est pas du tout un jugement de valeur, hein. Quelqu'un qui n'a pas travaillé bénéficiera automatiquement de 900 euros, soit un montant de vieillesse qui sera inférieur de 100 euros à quelqu'un qui a trimé toute sa vie, qui a été ici commerçant, là artisan, là agriculteur, qui s'est levé tôt le matin, qu'on a bavé, qui a payé des cotisations, pour in fine se retrouver avec quoi? Avec une retraite à peine supérieure à celle de quelqu'un qui n'a pas travaillé. C'est assez intellectuellement surprenant quand on remet dans cet ADN macronien qui dit que le travail doit payer. Et difficile, Pour effectivement. les Français libérer le travail, c'est bien réduire les salaires, ça? Non, libérer le travail, c'est faire en sorte que les gens travaillent plus. Oui, soit parce qu'il y a plus de travail, soit parce que... Non, ça, c'est la version bolchevique. Non, c'est le novlangue. C'est le novlangue libéral. Vous utilisez des beaux mots comme libérer le travail. Et libérer le travail, il faut le traduire, ça veut dire réduire les salaires. Oui. Augmenter le temps de travail avec le même salaire, ce qui est pareil. Alors, ce qui revient beaucoup parmi les internautes, c'est cette remarque de toujours notre internaute, le commentaire. De toute manière, le système actuel n'est plus viable. Finalement, est-ce que c'est pas ça le constat? On en revient un petit peu à la question centrale. C'est il faut bien trouver une solution. Mais évidemment que c'est bien ça la question. Et aujourd'hui, quand vous regardez entre guillemets les réformes menées ces dernières décennies, on est toujours dans les ajustements techniques, des paramètres. Quel groupe on va pénaliser, quel groupe on va favoriser, quelle génération vers quelle génération va-t-on redistribuer en fonction des enjeux électoraux. Donc on n'est pas du tout dans une gouvernance d'ensemble, on est vraiment dans des ajustements purement électoralistes. Et le véritable sujet, en effet, c'est le paradigme, le système de retraite en lui-même. Parce que les 62 ans en 2010... Oui, bon, admettons. Mais voilà, on est dans des ajustements, alors que le véritable sujet, et ça, personne ne veut l'admettre, alors qu'en off, quand vous parlez à des responsables, ils vous disent oui, effectivement, notre système, il n'est pas viable mathématiquement, démographiquement, économiquement, budgétairement, tout ça n'est pas viable. La véritable question, c'est comment on passe d'un système aujourd'hui budgétairement bancal à un système d'épargne retraite où les travailleurs épargneraient pour pouvoir financer leurs vieux jours tout en permettant aussi de financer l'économie, puisque c'est là aussi l'intérêt d'un système par capitalisation, c'est la possibilité d'épargner et d'investir davantage dans l'appareil productif. On n'en est pas là, malgré vos souhaits. Malheureusement. Juste un point aussi, Caroline Valentin, sur le timing, parce qu'on avait dit normalement ça devait être présenté au printemps, cette réforme. Là, on est plutôt sur un calendrier post-européenne. Là, il y a effectivement des préoccupations politiques qui se mêlent évidemment au sujet. Juste un point déjà sur l'équilibre financier. Je crois que cette retraite n'a pas vocation en tout cas ce que présente aujourd'hui Jean-Paul Delevoye, à gérer l'équilibre financier du système. Donc, il nous explique l'architecture globale, mais c'est à somme nulle. C'est un jeu à somme nulle. Voilà, au bout d'un moment, il va manquer de l'argent. Donc, c'est tout. Alors, pour le moment, précisément parce qu'on ne parle pas d'équilibre financier du système, c'est aussi pour ça que cette présentation de cette réforme des retraites aujourd'hui ne soulève pas particulièrement de débat et qu'elle est plutôt bien accueillie par les syndicats. Mais il y a quand même, je reviens à ma question, une anticipation de possible que ça coince, puisqu'on dit ça ne sera pas fait finalement au printemps. Au déplaisir de vous contredire, ma chère Marie-Amélie. Allez-y, vous êtes là pour ça. Non, parce que d'abord, parce que la concertation elle est programmée jusqu'en avril-mai, les européennes c'est en juin, et que pour l'instant, le projet de loi, il est toujours prévu d'être présenté au mois de mai ou juin, donc avant les européennes. Et cela dit, quand bien même on passerait le cap des européennes pour présenter le projet de loi, qu'est-ce qu'il y a après ?
Il y a les municipales. Il y a les municipales. Autrement plus compliqué pour Emmanuel Macron que les européennes. Et alors on peut se dire, à la limite, il aurait tout intérêt à le faire avant les européennes, dont on sait de toute façon qu'il va s'en prendre plein la tête. Oui, mais je veux dire, en France, comme disait l'autre, il y a toujours une élection. Donc on ne fait rien si on se réfère. Donc vous ne croyez pas à l'inversion non, moi, en tout cas, les européennes. En tout cas, je ne pense pas, mais je peux me tromper, je n'ai pas la science infuse, je ne pense pas que, et n'en déplaise aux journalistes politiques, que l'échéancier des élections européennes soit un critère de choix pour Emmanuel Macron pour faire une réforme. On l'a vu depuis un an, il a plutôt tendance à mettre les pieds dans le plat et aller là où on n'a pas forcément envie qu'il aille, et il fait ce qu'il dit. Après, on peut juger à tort ou à raison. Fergan n'est pas tout à fait. Fergan Azir, vous répondez, puis après on passe à un autre sujet, mais vous répondez juste sur le côté. Mettre les pieds dans le plat, je pense que c'est encore très timide, mais bon, ça, je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table pour dire que. Moi, je poserais une question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir un système qui est déséquilibré alors que la richesse nationale augmente plus vite que la démographie, justement. On est plus riche qu'il y a 30 ans, et pourtant, visiblement, on ne pourrait pas payer. C'est incroyable. Les retraités sont beaucoup plus riches qu'il y a 30 ans. Il y a 30 ans, il y avait 3 millions de personnes qui étaient au niveau de vieillesse. Aujourd'hui, il y en a moins de 500 000. Et aujourd'hui, le niveau de vie des retraités il est supérieur à celui des actifs, ce qui n'était jamais arrivé dans l'histoire économique du pays. Oui, mais vous ne répondez jamais à la question de l'augmentation de la richesse globale qui est accaparée par un petit nombre. La preuve, c'est que les retraités, ils ont bénéficié. Oui, ils ont bénéficié depuis 30 ans. On passe au sujet suivant, si vous voulez bien. Alors, s'il s'agit de l'interdiction de la burqa, l'avis que s'apprête à rendre le Comité des droits de l'homme de l'ONU sur la burqa va faire parler. Selon nos confrères de la Croix, en effet, ce comité estime que la loi de 2010, qui donc interdit la burqa en France, porte atteinte, je cite, à la liberté religieuse et crée la discrimination. Ce même comité de l'ONU avait déjà reproché à la France le renvoi d'une salariée de la crèche Babylou, vous vous en souvenez peut-être. Alors certes, le comité n'a pas de pouvoir coercitif, mais quand même, Caroline Valentin, que peut faire la France à ce sujet? Taper du poing sur la table et quitter le comité de l'ONU ou tendre la joue gauche? Écoutez, le problème, c'est que peut faire la France, que veut faire la France, plutôt. Je vous rappelle que Bertrand Louvel, président de la Cour de cassation, dans son discours du 3 septembre, avait indiqué qu'il allait prendre bien en compte la décision de ce comité des droits de l'homme concernant la jurisprudence Babylou. Ce qu'il n'était pas obligé de faire, mais ce qu'il a souhaité faire et ce qu'il ne cesse de répéter partout, dans tous les dîners en ville dans lesquels il va, qu'il souhaite faire. Non, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est une véritable soumission de la France. Une soumission. Une vraie soumission, mais depuis très longtemps en fait, à une notion des droits de l'homme qui n'est pas une notion des droits de l'homme de la déclaration de 1789, pas du tout, mais une notion des droits de l'homme qui est une notion de protection des minorités. Mais moi, quand je dis de l'homme, c'est ça qui est intéressant dans ce cas présent. Bien sûr, évidemment, parce qu'en général, ces protections, toutes ces règles, cette nouvelle conception des droits de l'homme est instrumentalisée par des associations qui se battent pour des minorités et une grande partie de ces minorités... Et quelques pays, parce que bon, quand on regarde la composition de sans non plus... mais il y a effectivement des pays qui peuvent peut-être pencher dans le sens... Vous parlez du comité, là de la composition du comité des droits de l'homme à l'ONU. Oui, de toute façon, il y a un problème, on sait depuis Durban qu'il y a un problème avec l'ONU, puisque l'ONU, c'est tous les pays du monde, et une toute petite partie qui finance, qui sont les pays occidentaux, mais beaucoup plus de pays qui s'expriment, et qui sont des pays qui ont des civils, au bout d'un moment, il faudra le dire, qui sont civilisationnellement moins avancés que nous. Je suis désolée, au bout d'un moment, il faut faire la part, comme dirait Kolakowski, du bon grain livré, de la civilisation et de la barbarie. Ça, c'est la barbarie, vous voyez. Voilà, ça, c'est de la barbarie. Georgi Kuzmanovic, cet avis qui n'est pas encore sorti, mais encore une fois dont on sait à la teneur, en tout cas la Croix le disait ce matin, c'est une atteinte effectivement à nos principes et on ne devrait pas du tout y prêter plus d'attention que ça. Fort heureusement, il n'y a aucune coercition derrière cet avis et il va évidemment complètement à l'encontre de tous les principes républicains et laïques de notre pays. Bon. Membres de ce comité, je ne sais plus s'ils sont à la tête de ce comité, mais il y a eu longtemps l'Arabie Saoudite qui a payé extrêmement cher pour être à la tête de ce... C'est Commission des droits de l'homme. La Commission des droits de l'homme et les comités des droits de l'homme. C'est une émanation de la Commission aussi. C'est une émanation de la Commission qui était présidée par l'Arabie Saoudite, qui, comme on le sait, est quand même le premier vecteur du salafisme et de l'islamisme radical dans le monde. Donc, il y a l'Égypte aussi, la Mauritanie. Là, on se pince quand même sérieusement. Mais non, la France est un pays laïque. Elle a combattu longuement les catholiques pour qu'il n'ait plus de place dans l'espace public et qu'ils soient
comme tous les autres religieux, qu'ils aient la liberté de conscience et la liberté de pratiquer. Moi, je comprends qu'une personne, son identité soit d'abord sa foi, quel que soit, peut être un musulman, un catholique, un juif, peu importe. Mais la République française l'autorise à pratiquer son culte sans aucune répression. Ce que la France ne fait pas, c'est adapter la République et l'espace public à une religion spécifique. Point. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on n'a pas à recevoir de directives parce qu'à ce moment-là, c'est le délire ouvert. On peut avoir un prof qui s'habille en orange, chauve et tourne une crécelle, pourquoi pas, et qui sent l'encens. Le problème, c'est que ça risque de se passer. Donc on ne l'autorise pas en France. Voilà, et ça serait bien que l'ONU se rende compte que justement on autorise plus la liberté religieuse que bien des pays qui sont membres de ce comité et de la commission dont il émane. On n'autorise pas, c'est le principe. Cela étant, cette loi qui date de 2010, elle est peu appliquée, on le sait, parce qu'elle est compliquée à appliquer, parce que, je regardais les chiffres, il y a 200 procès-verbaux par an qui sont dressés, ce qui paraît assez dérisoire par rapport au phénomène lui-même. Fergan, il faut être plus sévère en la matière. Non, mais moi, ce qui m'a assez étonné, moi je ne suis pas fan de toutes les mesures coercitives, même contre les idéologies rétrogrades. Mais vous êtes favorable à la loi ou vous estimez qu'elle n'a pas lieu? Je pense que ce genre d'idéologie rétrograde doit être combattu par la société civile, par la parole, par l'exemple. Ça passe pas par la loi. Et pas par la loi. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Maintenant, effectivement, ce comité ou cette commission de l'ONU, je ne sais plus c'est le comité. Le comité, voilà, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'elle a aujourd'hui aucune crédibilité. Je veux dire, à mon avis, il y a peut-être beaucoup plus d'urgence en matière de droits de l'homme dans le monde que s'attaquer à cette loi-là. Il y a des persécutions peut-être un peu plus graves ici et là, au Proche-Orient, au Venezuela, dans d'autres pays où les libertés religieuses sont autrement plus menacées qu'ici. Donc, à mon avis, ce cartel d'État n'a aucune légitimité, si vous voulez, à prendre position. Et cette tendance à sélectionner la France particulièrement, là où, à mon avis, il existe des régimes beaucoup plus autoritaires, ça pose question quand même sur l'agenda politique et idéologique de cette institution qui, selon moi, n'a encore une fois aucune légitimité à édicter. Aucune légitimité. En même temps, encore une fois, le protocole instituant le Comité des droits de l'homme a été ratifié par la France en 1984. L'ONU, oui, non mais d'accord, mais l'ONU c'est quand même une blague, parce que je suis désolé, c'est quand même une organisation, alors oui, internationale, qui veut promouvoir la paix, mais la majorité des États qui composent cette organisation sont des États mafieux qui ne respectent pas les droits de l'homme chez eux. Donc, moi, ça me fait rire d'entendre cette institution, si vous voulez, critiquer les régimes occidentaux sur une loi qui est certes critiquable, et je pense que ce n'est pas la meilleure manière de combattre les idéologies comme l'islamisme radical, mais là encore, quand on regarde la majorité des États qui composent cette institution, excusez-moi, je trouve qu'elle n'a aucune légitimité à prendre position sur les droits de l'homme. Alors, pour rebondir sur ce que disait Fergan, Marc, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à avoir fait une loi, mais à être peu ferme dans son application? Sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, le plus dur, c'est pas de pondre une loi, c'est pas de la faire voter, c'est de la faire appliquer. Là, on a les images, ces images-là sont parlantes. La preuve parlante. Je veux dire, aujourd'hui, la burqa est interdite sur public. On a le droit. On a tous vu des exemples. On le voit tous. Il suffit de prendre le métro, d'aller se promener un peu dans les quartiers nord de Paris. Voilà, il y a des territoires entiers où on voit plus de gens sous burqa que sans burqa. Oui, c'est le problème. C'est le problème de l'application des lois. Mais ceci dit, ça n'a absolument rien à voir avec le Comité des droits de l'homme de l'ONU. Je veux dire, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il n'empêche que la loi n'est pas appliquée en France. Attention, ce n'est pas juste l'ONU. On parle du Comité des droits de l'homme de l'ONU, dont le rôle est d'interpréter ce pacte qu'on a effectivement ratifié. Et il semble que le président de la Cour de cassation et que la Cour de cassation va s'aligner sur cette jurisprudence. Voilà. C'est ça qui va se passer, c'est ça qui peut se passer, c'est ça qui va se passer. Ils vont le faire sur Babylou, en tout cas. Peut-être, oui. Mais Babylou, il y a après, je veux dire, on va repartir dans un autre contentieux juridique, parce que la Cour de justice des communautés européennes, mais la Cour de cassation avait validé la Cour de cassation a donné raison, in fine, à la direction de Babylou. Enfin, après, il y a eu toute une longue procédure, etc. Mais ce qui est important, d'abord aussi, c'est de se poser la question des moyens que l'on a pour lutter contre la propagation de cette idéologie qui nous attaque tous, en fait. Qu'est-ce que c'est que la burqa ? Eh bien, c'est le symbole de l'islamisme wahhabite. Et quand la burqa est utilisée par les islamistes pour visibiliser, rendre visible cette religion et pour la propager. Pour propager la version la plus fondamentale de cette religion. Nous, on a une vision très individuelle des droits, depuis toujours. Et ce qu'on oublie,
et on s'en rappelle malheureusement, puisque l'islamisme commence à gagner du terrain chez nous, c'est que effectivement une femme a peut-être le droit de se vêtir comme elle veut, mais si demain toutes les femmes s'habillent avec une burqa, moi j'aurais du mal à sortir sans burqa. Donc le choix individuel de chacune de ces femmes a une conséquence, évidemment, a une conséquence sur les autres femmes. Sauf qu'on n'a jamais abordé la question de se défendre contre la propagation de l'islamisme. On n'a aucune loi qui permet de le faire, et même ces lois, la loi sur la burqa ou même la loi de 2004, n'ont pas été prises au nom de la défense de notre culture contre la propagation de l'islamisme. Oui, on a habillé ça de la nécessité de voir le visage sur la voie publique. Alors, c'est peut-être un peu anecdotique, mais je voyais des commentaires sur Twitter et autres qui disaient « Ah bah oui, d'ailleurs, la burqa, c'est sous ce déguisement que s'est baladé Redouane Faïd à Creil avant d'être Finalement, ils l'ont trouvé. Mais oui. Non, mais c'était un des arguments de la loi, c'était de dire, enfin même le principal, c'était de dire c'est une façon de... On ne peut pas voir le visage des gens et leur physionomie générale, donc c'est une atteinte... Oui, c'est dommage qu'il n'ait pas plus fait référence à l'égalité homme-femme aussi. Mais ce n'était pas du tout dans les références de la loi. Georgi Kuzmanovic. J'aimerais bien savoir ce que pense ce comité de ceux qui, au Rojava, donc dans le nord-est irakien, ont résisté pendant 5 ans face à Daesh, qui les ont bloqués à Kobané, qui ont repris Manbij, qui ont repris Raqqa, qui ont été l'armée la plus efficace, les Kurdes et les femmes kurdes, puisque 30% de l'armée kurde est composée de femmes, des YPG. Et vous savez ce qu'ils faisaient à chaque fois qu'ils reprenaient une ville? Ils organisaient une grande fête populaire où les femmes pouvaient enlever leur voile et les brûlaient en place publique, comme un acte politique de libération de la femme qui était organisé par les femmes elles-mêmes. Et ça leur permettait de rappeler, puisqu'une partie d'entre eux, évidemment, sont musulmans, une grande partie des Kurdes, de rappeler que rien dans le Coran n'oblige les gens à avoir... Les Kurdes ne portent pas le voile. Oui, ils portent pas le voile. On parle des Syriens qui habitaient ces endroits, les Syriennes qui avaient été obligées de porter le voile par Daesh, qui avait investi le village. Et quand effectivement les Kurdes prenaient le village, elles retiraient à nouveau leur voile. Et que l'obligation que les femmes auraient dans l'islam de porter le voile ou ne parlons pas de la burqa est une interprétation des plus givrés des wahhabites sur des hadiths. Enfin, c'est juste une interprétation. On n'a rien à voir avec le cœur de la religion. Quelques réactions et commentaires sur le sujet. Alors d'abord, on vous posait la question sur Twitter. Selon vous, l'ONU a-t-elle raison de remettre en cause l'interdiction de la burqa en France? Sans beaucoup de surprise, vous êtes 83% à estimer que non. Elle a tort. Enfin, en tout cas, ce comité. Citoyen payeur nous dit il semble que les plus grandes puissances ne siègent pas ou plus à ce comité. Alors, je ne vais pas redonner la liste, mais il y a 17 pays, 18 même experts qui forment ce comité et 7 juristes issus de pays européens. Il y a probablement des pressions. Et puis l'Égypte, la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Ouganda, la Mauritanie. Un Israélien, un Japonais, 2 Latino-Américains, un Canadien, un Américain. Et une partie de leurs pays sont engagés dans une guerre au Yémen où 5 millions d'enfants sont en bord de mourir de faim. Donc franchement... Monsieur Babineau nous dit la burqa est un phénomène très minoritaire en France, donc on peut se poser la question de cette interdiction purement symbolique. On a évoqué la question déjà. Le commentaire toujours, pourquoi l'ONU ne dit rien dans le cas d'une femme non voilée dans les pays musulmans l'interdisant? Pourquoi l'ONU ne dit rien dans le cas d'une femme non voilée dans les pays musulmans l'interdisant? Mais à Rome, c'est la loi de Rome. Si dans ce pays, c'est la loi, c'est la loi. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que si l'ONU veut aujourd'hui vider le peu de crédibilité qui lui reste, elle peut continuer effectivement à attaquer les régimes les plus libéraux et ignorer les régimes les plus autoritaires. Alors, cette information sur la burqa, ça tombait aussi ce matin avec le sujet quand même très voisin du communautarisme à l'école. Communautarisme dont Jean-Michel Blanquer a voulu faire un cheval de bataille, la lutte contre le communautarisme. Il a réuni ce matin les correspondants laïcité dans les académies et on sait qu'il y a 400 cas d'atteinte à la laïcité qui ont été relevés ces derniers mois, je crois depuis le mois d'avril ou de mai, à l'école, 400 sérieux, 1000 au total. On écoute à ce sujet un professeur de géographie qui est en zone d'éducation prioritaire, Yanis Roder, il était ce matin sur RTL. Nous constatons une chose, c'est que la religion fait entièrement partie de leur vie. C'est un socle sur lequel ils s'appuient et qui est structurant pour eux. Avec, depuis une vingtaine d'années, je trouve, moi en tout cas, de ce que je vois sur le terrain, une vision plus rigoriste et une pratique plus stricte. Par exemple, au moment où on enseigne Voltaire, par exemple les Lumières, là on se retrouve avec des élèves qui, non, ne contestent pas, mais disent leur désaccord. Disent non, moi je pense que, non, là, je ne suis pas d'accord avec ça.
Caroline Valentin, on le sait tout ça finalement, ça fait On le maintenant sait des... depuis très longtemps Oui. en fait. On le sait depuis au moins Les Territoires perdus de la République, qui a été publié en 2002 et dont personne n'a parlé. C'était voulu. Ça a été réédité en 2004. Il y a eu ce fameux rapport Aubin commandé par le ministère de l'Éducation. Ministère de l'Éducation qui espérait que le rapport Mais Aubin il y a une prise de démente. conscience maintenant. Écoutez, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Il y a Blanquer à l'éducation. Donc déjà, est-ce que c'est une forme de prise de conscience? Le seul problème, c'est que Emmanuel Macron nous habitue en termes de matière de laïcité au en même temps en permanence. Donc, vous avez effectivement une prise de conscience au niveau de l'éducation, mais vous avez une progression de la mentalité indigéniste et postcolonialiste dans la culture, par exemple, dans les universités. Vous avez quelqu'un comme Yacine Bellatar qui va être nommé au Conseil des villes et qui ne cesse d'avoir, de tweeter. Alors, il tweete énormément, Yacine Bellatar. Donc, il tweet toujours dans le même sens, toujours dans le sens de la protection des minorités, de l'accusation de la mise en question du racisme des Français, enfin, toujours en appelant, là je crois qu'il s'est attaqué à un policier noir qui avait une position républicaine, ce qui n'a pas du tout eu l'heure de plaire à M. Bellatar, il l'a appelé frère. J'ai failli demander à M. Bellatar si moi j'étais sa sœur, c'était formidable, moi qui pensais être fille unique. Vous voyez, donc c'est toujours le en même temps. On n'est pas rassuré en termes de laïcité. Ce qui s'est passé là sur la burqa, sur Bébilou, ce fameux président de la Cour de cassation qui explique que la jurisprudence de la Cour de cassation va évoluer en fonction du Comité des droits de l'homme sur le voile, ne nous rassure pas. Mais est-ce qu'il n'est pas plus, vous disiez, tout ça est le sur même la phénomène, culture, hein. c'est plus fou. Est-ce qu'il n'est pas plus légitime pour le pouvoir public d'intervenir sur l'éducation nationale qu'en termes de culture, où là, on est sur des frontières quand même beaucoup plus... Je ne sais pas, il y a quand même une partie de la culture qui est financée par l'État. Donc, je ne vois pas pourquoi l'État financerait une idéologie qui est contre elle-même, en fait. Parce que finalement, l'idéologie, parce que multiculturaliste islamiste, elle est contre les principes mêmes de la République. Pourquoi est-ce que notre argent de citoyen républicain irait financer des spectacles, des programmes de radio, des films qui vantent une idéologie qui est contraire au principe de liberté, égalité, fraternité et à toute notre identité culturelle? Quand vous avez David Bobet, qui est directeur du CDN de Rouen, c'est un fonctionnaire payé par l'État. Le CDN. CDN, Centre Dramatique National, ou Conseil Dramatique National de Rouen. C'est un fonctionnaire payé par l'État. Et il fait également partie du mouvement Décoloniser les arts, qui est un mouvement de décolonialistes, qui est proche d'idéologie de Houria Boutelja, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même fou. Et que David Bobet produit une pièce de théâtre sur Mohamed Merah, qui présente Mohamed Merah comme une victime de notre société, et que cette pièce de théâtre va d'ailleurs être montrée à un public scolaire, parce que les CDN auront... à vocation à être... Voilà. Moi, je me pose des questions, en fait. Une réaction autour de cette table Vous êtes d'accord avec ça? La loi de la République et la laïcité doivent s'appliquer dans toutes les parties de la République française, sans aucune exception. La France, tous les citoyens, encore une fois, tous les citoyens tous les gens qui sont en France ont la chance de pratiquer leur religion comme ils le veulent. Si c'est absolument impératif pour eux de l'appliquer d'une manière extrême, ils peuvent aller dans des monastères comme font certains, mais pas dans l'espace public qui, encore une fois, doit rester laïque, point barre. Ce sera le mot de la fin sur ce sujet. On passe maintenant au couple exécutif. Alors, pas une feuille de papier à cigarette, c'est le Premier ministre qui l'assure entre lui et le président Macron. On l'écoute, c'était hier à l'Assemblée nationale. Et pour conclure, je voudrais vous dire avec le plus grand calme et la plus grande sérénité que ni vous, monsieur le député, ni aucun commentateur, ni personne, jamais ne mettra le début du commencement de la moitié d'une feuille de papier à cigarette entre le président de la République et le Premier ministre. Alors, notre sondage Odoxa, qui paraît demain dans le Figaro, apportera peut-être une once de jalousie au sein du couple exécutif, parce qu'on va le voir, il y a des différences assez marquées entre le président de la République et son Premier ministre en termes de comment les perçoivent les Français. On le voit sur le plan de la confiance. Est-ce que... Alors, attendez, on voit... Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui est affiché là? Oui, Édouard Philippe l'emporte sur en termes de confiance, de proche des gens et de plus compétent. En termes, en revanche, d'autorité, de charisme et de stature d'homme d'État, c'est Emmanuel Macron qui est privilégié. Alors, sur ce plan, d'abord, est-ce qu'il faut croire à cette absence de feuilles de papier de cigarette, Marc? Si vous avez encore un peu de voix. Il me reste encore un petit peu.
D'accord. Je ne sais pas comment dire. Ça commence Je sais très pas- fort. Je sais pas comment dire. Abrantesque. Moi, je ne suis pas ni dans les coulisses de l'Élysée, ni dans les coulisses de Matignon. Il y en a peut-être un qui a plus d'autorité, mais il y a un partage des rôles entre les deux. Un sur la scène nationale, C'est l'autre pas sur la scène normal. Les résultats ne surprennent pas plus que c'est ça. pas que ça me surprend pas. Puis, je vous dire, franchement, à la limite, je veux dire, what else? Enfin, and so what? Voilà, je veux Il y a dire, quand bon. même ce qui se dégage, c'est que sur la compétence, notamment. Mais il y en a un qui est Premier ministre, l'autre qui est président de la République. C'est Ils n'ont normal. pas le même rôle, c'est normal, ils n'ont pas la même fonction, ils n'ont pas la même attribut vis-à-vis des Français, ils ne sont pas connus de la même façon, il y en a un qui a été élu, pas l'autre. Mais est-ce que Édouard Philippe ne prend pas, pour employer un terme un peu galvaudé, plus la lumière en ce moment qu'Emmanuel Macron, ce qui peut être un peu. Emmanuel Macron mal est à la vu. francophonie, donc il est un peu dans l'ombre là. Parce que la francophonie, tout le monde s'en fout, alors que les questions françaises. Voilà, Enfin, je veux c'est dire. très, très, très. Mais c'est ouais, vrai. ouais, franchement. Caroline Valentin. Est-ce qu'Édouard Philippe prend-il la lumière? Moi, j'ai jamais trouvé que depuis le début depuis mai 2017, il ait tellement pris la lumière, cet Édouard Philippe. Il me semble très collaborateur d'Emmanuel Macron. Et c'est surtout d'Emmanuel Macron dont on parle. C'est lui Jupiter, c'est lui qui assoit son autorité. Bon. Voilà. Maintenant, savoir s'il y a une feuille de papier à cigarette entre les deux, très sincèrement, pour moi, c'est pas très intéressant, en fait. C'est ça le problème. C'est pas, On parle du problème des Français, là, on est en train de résoudre un problème politique. Je veux dire, voilà, s'ils ne s'entendent plus, il changera de Premier ministre, basta. Cette séquence de remaniement qui tarde, est-ce que finalement ça montre quelque chose de ce couple exécutif ou c'est pure spéculation? On a dit notamment que Édouard Philippe voulait pousser les pions de nommer des ministres de droite, venus de la droite, et essayer de pousser son avantage. Là, ça veut dire quelque chose en politique. C'est Oui, pas je suis juste. d'accord, je pense qu'on devrait ne pas s'y intéresser, c'est de la poudre aux yeux, parce que... J'essaye pourtant de faire quelque chose pour... Non, ce qui est intéressant, c'est ce que cela cache. C'est le délitement complet de ce gouvernement. Ça fait 1 an qu'il est au pouvoir, et il est déjà en état de délitement. Mais alors, attendez, Attendez. c'est pas intéressant, Non, c'est un ce qui n'est pas non-sujet. intéressant, c'est de savoir Mais si alors, on c'est peut pas un dire que c'est un papier, s'il y a délitement. une feuille de papier ou une porte de, Oui, mais alors, ou une porte où il de se passe prison entre rien, les ou deux. c'est un délitement, Non, par Georges, contre, mais il faut ce qui est choisir. un problème, c'est le délitement actuel du gouvernement et l'état de faiblesse de Macron. Regarde, on a une démission à la radio de Hulot. Collomb qui en fait de même. Maintenant, c'est même le Castaner, le bon petit soldat qui est toujours derrière, qui menace de je ne sais pas quoi, parce que je ne sais pas de quoi il peut menacer, mais s'il n'est pas ministre de l'Intérieur, mais c'est pas Jupiter, c'est Dagobert. Ça a toujours été comme ça. C'est plus... Soyez... Ah non, là on est dans un état de faiblesse Non, mais en fait, dans la réalité, dans un état de faiblesse du président qui est absolument total. Et tout cela est dû à ce qui s'est passé cet été, nombreux sont ceux à l'exécutif qui ont essayé de le camoufler, c'est l'affaire Benalla. L'affaire Benalla est une affaire d'État. Collomb s'est retrouvé dans une situation où il n'a pas pu exercer son autorité sur l'administration policière, qui elle-même s'est vue accusée de faire ce qu'elle faisait, alors que ce sont des hauts fonctionnaires, ce ne sont pas des politiques, c'est le politique. Donc Collomb, qui était censé prendre la charge, on lui a demandé de se taire. Encore une fois, ça montre l'état grave du pouvoir actuel au sommet de l'État. Alors, affaire d'État, Benalla, c'est le début de la fin ou au contraire, so what? Fergan Aziri. Moi, j'avoue aussi que c'est... Oui, là, vous avez tous utilisé votre joker maintenant. Non, mais c'est vrai que ces guerres d'ego, effectivement, moi, m'inspirent pas beaucoup de choses, puisque je ne suis pas informé de ce qui s'est dit entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Excusez-moi, j'avais presque oublié son nom. Votre hésitation, Comment il s'appelle? Édouard Philippe. Non, mais c'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'efficacité gouvernementale. Et est-ce que c'est une question de personne? Est-ce que ce remaniement va aboutir à un changement, à une révolution dans la manière de fonctionner de ce gouvernement? Je ne pense pas que ce soit... Non, voilà. Je pense que ça va pas changer la vie des Français. Donc, c'est vrai que je m'interroge parfois sur le temps qu'on passe, sur le fait de commenter ce remaniement. Marc a quelque chose à ajouter. Est-ce que je peux vous raconter une anecdote? Une anecdote. Du vécu. On est toujours friand d'anecdotes. Il y a 10 ans, j'ai un journaliste politique, éminent confrère que j'apprécie beaucoup, mais dont je tairai le nom par honnêteté intellectuelle, qui vient me voir et qui me dit, dis donc, Nicolas Sarkozy, président de la République, veut remanier son gouvernement et y intégrer des syndicalistes. Est-ce que tu connaîtrais pas des gens qui, par hasard, seraient sarco-compatibles et pourraient entrer au gouvernement? Je lui dis, bah, écoute, en réfléchissant bien, il y a un tel, je vais leur passer quelques coups de fil et puis on voit ça. Eh ben. Lendemain, j'ouvre le journal.
Je ne citerai pas le nom du journal par honnêteté intellectuelle non plus. Et qu'est-ce que je vois? Les noms que j'avais cités étaient dans les sphères autorisées, on dit que un tel pourrait entrer au gouvernement. Donc, moi je vous rappelle que lundi, on disait qu'Édouard Philippe devait démissionner, c'était imminent. On disait ça allait être une démission avec une déclaration complète du gouvernement. Avec une déclaration moi, il y a un principe de base maintenant, alors je ne suis pas très vieux, mais un petit peu quand même, depuis toutes ces années, ceux qui savent ne parlent pas, et ceux qui parlent... et ceux qui ne savent pas. Je rectifie quand même. Je ne vous demandais pas des pronostics sur le futur gouvernement, son visage. Je disais juste, est-ce que c'est symbolique de quelque chose sur l'entente entre le Premier ministre et le président de la République? Je ne vous donne plus la parole parce que l'heure tourne. Je donne juste quelques réactions. Monsieur Babineau, toujours. François Hollande a bien raison. On devrait supprimer ce poste de Premier ministre qui est pour le coup obsolète. C'est vrai que François Hollande, à plusieurs reprises récemment, s'est prononcé dans la réflexion sur les institutions et la Ve République pour la suppression du Premier ministre. Comme François Fillon, d'ailleurs. Citoyen payeur, Édouard Philippe n'est en fait que le directeur général des services de M. Macron. Il appréciera sans doute. Hollande a oublié que la France, la Constitution française est quand même une république parlementaire. Imaginons qu'il y ait une nouvelle élection législative pour une raison ou une autre et qu'une autre majorité l'emporte. Qui dirigera le gouvernement? S'il a supprimé il n'y a plus de Premier ministre. Président. Oui, mais le président n'est pas de la majorité. Donc François Hollande, je crois, vraiment, il devrait continuer à écrire ses romans ou ses mémoires. Oui, justement, mais il n'a visiblement pas très bien compris le sens de la fonction. On parle quelques minutes de l'alcool, si vous voulez bien, et de la prévention. Dans une lettre ouverte, plusieurs médecins ont effectivement demandé à la ministre de la Santé de taxer plus fortement l'alcool, une augmentation qui devrait, selon eux, être destinée à financer la prévention contre les addictions. Alors Agnès Buzyn, qui elle-même alerte d'ailleurs souvent sur les dangers de l'alcool, a-t-elle pourtant perdu face au lobby des alcooliers? Ou faut-il employer cette phrase célèbre « Arrêtons d'emmerder les Français » Je vous pose la question, Georgi Kuzmanovic. Non, mais je sais pas, franchement, faut un peu arrêter. Ah non, vous n'avez plus de joker. Non, mais pas de joker. Ok. Eh bien, la production de vin est une chose importante en France. Il faudra arrêter de l'attaquer comme ça. Donc arrêtons d'emmerder les Français. Vous êtes sur cette ligne. Arrêtons d'emmerder les Français. Maintenant, évidemment, des gens ont des addictions, des gens souffrent de l'alcoolisme. Il faudrait que les services de santé en général dans ce pays soient plus financés. Donc, on arrête là aussi de suivre les directives de l'Union européenne qui demandent tout un tas de quotas au vin et qui refusent que l'on finance les services publics, en particulier l'hôpital. Alors, Marc Landré, effectivement, financer le coût des addictions, c'est ça le propos, c'est de dire ça coûte cher. Oui, et puis plus largement, est-ce que le vin est nocif pour la santé ou pas? Addiction ou pas addiction? Il faut savoir qu'en France, il y a, si on prend le tabac, si on prend l'alcool, et si on prend aussi la malbouffe, c'est 4,5 millions de personnes qui sont concernées par ces addictions-là ou par ces toxicités-là, ça coûte 16 milliards et demi à la Sécu par an. Bien sûr. Alors on peut se dire c'est un non-débat. 49 000 morts annuels. Oui, et puis par exemple, je veux dire, l'alcool provoque énormément de maladies cardio-neurovasculaires, qui est la deuxième cause de mortalité en France, avec une forte augmentation des AVC chez les femmes. Alors on peut dire. Donc ça vous paraîtrait normal d'aller demander aux. Si on taxe le tabac, si on surtaxe le tabac en France. Oui, c'est normal de taxer l'alcool. Et oui, pour répondre à votre question, est-ce que les lobbies ont gagné? Les lobbies, ça fait 50 ans qu'ils gagnent. Rappelez-vous de Coluche, avec son sketch Gérard. Que tu fumes, Gérard, du hakik? Non. Mais moi, je bois du pinard, je suis un patriote. Et depuis 40 ans, en France, on est un pays patriotique qui préférons l'alcool, qui préférons le pinard, qui préférons boire du pinard, parce que ce n'est pas interdit, à taxer les drogues ou à lutter contre les maladies qui sont induites par ces drogues. Réponse, Agnès Buzyn a perdu. Non, jamais. Jamais. Voilà, on a fait d'ailleurs. Voilà. Ah bon? Ah bah parce que... Ah non, mais c'est pas le rapport. Il faut savoir toujours d'où on parle. Je vous rappelle que c'est un verre par jour. Donc un verre par jour, même si on surtaxe le vin. Oui. Voilà. Vous avez une voiture? Ça dépend quel verre. Moi, j'ai une voiture et je ne roule pas quand je bois. Par contre, c'est autre chose. Non, moi je trouve ça fatigant ce paternalisme. Non mais il faut arrêter, c'est pas parce que les choses sont dangereuses, nuisibles, qu'il faut tout normer, tout encadrer. Les gens, s'ils veulent se mettre, s'ils sont conscients que boire de l'alcool, effectivement, c'est mauvais pour la santé et qu'ils font ce choix en connaissance de cause, je vois pas pourquoi on irait en effet les emmerder, pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure. Et je déteste cette rhétorique, les lobbyistes ont gagné. Comme s'il y avait d'un côté les lobbyistes et pas de lobby. Enfin, il y a bien évidemment des intérêts des deux côtés. Effectivement, il y a peut-être un lobby de l'alcool qui a intérêt à ce qu'on ne taxe pas trop le produit, mais ce fonds de prévention à l'addiction, il va aussi bénéficier de certaines catégories professionnelles qui ont intérêt à ce qu'il soit alimenté pour
aussi accroître ses revenus. Donc, oui, mais ça veut dire dans ce cas-là qu'on ne taxe pas le tabac parce que les gens sont libres de se tuer avec des cancers du poumon. Ça veut dire dans ce cas-là qu'on ne taxe, qu'il n'y a pas de fiscalité écolo parce que la pollution, c'est pas grave et les gens ont intérêt à respirer dans un mouchoir. Non, mais la pollution, c'est un problème qui est différent parce qu'effectivement, là, ça porte atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Mais quand je bois de l'alcool, ça ne concerne que moi, ça ne vous concerne pas. Donc, c'est pas tout de suite mauvais. Et c'est pas comme la cigarette. Vous allez bientôt taxer le sucre et puis le sel. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas, les boissons sucrées sont taxées, elles sont surtaxées. Tout le sucre, tout le temps, en fait. Vous infantilisez complètement les gens, en fait, en l'occurrence. Vous leur dites, c'est exactement ça, c'est infantilisé. Vous les traitez comme des bébés jusqu'à... Vous dites 16 milliards, ça coûte 16 milliards à la communauté. Mais enfin, c'est ça la solidarité. Je veux dire, la solidarité, c'est... Non, je suis désolé. Moi, je suis pas envie de payer pour des gens mais vous payez, mais attendez, vous payez pour la prison des délinquants et c'est pas de votre faute qu'ils sont délinquants. Ça me dérange pas. Pourquoi ? Parce que je suis citoyen et je vote. Ah, d'accord. Donc on me demande mon avis. Donc quand on me demande mon avis, on est aussi... D'accord, mais malheureusement, on n'a pas une république par personne. C'est dommage. Mais ça, c'est un argument intéressant parce que ça prouve aussi que la logique de l'étatisation de la sécurité sociale aboutit mécaniquement à une démarche autoritaire, puisque forcément, vu qu'on mutualise les risques de tout le monde, et bien certains comme monsieur qui ne boit pas d'alcool, et bien s'autorisent à régenter la vie des autres, alors qu'on on a eu la sécurité sociale très foutre la paix. longtemps sans avoir des taxes sur l'alcool et sur le tabac. Et à un moment, on voulait même interdire les bougies odorantes chez soi. Je veux dire, cette réglementation de l'intime est insupportable. La réglementation de l'intime. Quand ils font du vélo. Ah mais s'il faut taxer, réglementer. Moi, je trouverais qu'on devrait taxer plus les gens qui ont un peu de surpoids, par exemple. Vous savez que c'est cancérigène d'avoir un peu de surpoids. Ou ceux qui ne font pas de sport, ils devraient payer plus d'impôts. Vous me regardez là, vous regardez ça, j'ai rien dit. Je dis ça, je dis rien. On va rester sur cet échange avant que ça devienne totalement surréaliste. Juste quelques réactions. D'abord, vous êtes... Alors, la question Twitter. Pensez-vous que le poids du lobby de l'alcool est trop important en France ? Oui, à 56%. Donc, Double B, si l'alcool n'est pas bon, il faut l'interdire. Là encore, on veut mettre une taxe, point de suspension. Les gens aiment bien être déresponsabilisés. Macabronito, peut-être faudrait-il arrêter d'infantiliser les gens. On est sur votre ligne, Caroline. Et les taxes ne servent qu'à faire des recettes pour l'État. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci aussi à Jérémy Pontieux du Figaro Média, réseaux sociaux, qui nous a relayé toutes vos questions. Et vous retrouvez Guillaume Roquette demain pour un nouveau point de vue.